Nous sommes le 10 mars 1906, dans le nord de la France, non loin de Lens. Auguste Berton est un mineur de fond et il se rend à son travail avec 1800 de ses collègues. Alors qu'il est dans un des puits depuis une vingtaine de minutes, une explosion retentit. Presque 2000 hommes se retrouvent alors bloqués sous terre. Le 10 mars 1906 à 6h30 dans les mines de Courrières, c'est la relève des équipes. Alors les mines de Courrières, c'est le nom de l'exploitation, pas vraiment des mines. Elles sont composées de 13 fosses, dont la numéro 2, celle de Billy-Montigny, la numéro 3, celle de Méricourt, et aussi la numéro 4, celle de Salomine. Elles sont situées dans un arrondissement de Lens. Ces fosses sont des puits qui peuvent aller jusqu'à 330 mètres de profondeur. Le travail de mineur est évidemment pas sans risque. Là, on parle de mineurs à charbon. Il y a déjà une présence massive de poussière de charbon, hautement inflammable et responsable de la maladie du poumon noir. La toxicité de l'air environnant sous terre provoque des morts prématurées. L'espérance de vie est d'ailleurs en moyenne d'une 40aine d'années. On est mineur de père en fils dès l'âge de 14 ans. Alors, la carrière est très codifiée. Le jeune garçon qui descend dans les mines pour la première fois est un galibot jusqu'à l'âge de 18 ans. Il est ensuite apprenti jusqu'au service militaire obligatoire à 21 ans. Quand il revient, il devient mineur de métier. Les journées sont longues, 10 heures par jour. Les semaines sont longues, 6 jours par semaine. Pas de congés payés à l'époque, ce qui contribue probablement aux morts précoces des employés des mines. Et les chevaux, eux, qui transportent les chariots et le charbon, sont envoyés en bas quand ce ne sont que des poulains et ne remontent qu'à leur mort ou pour être envoyés à l'abattoir. Il y a en effet des écuries en bas. Le risque le plus immédiat et violent auquel sont confrontés ces hommes tous les jours est le coup de grisou. Le grisou, c'est un gaz naturel inflammable difficilement détectable. Et il peut exploser sans raison apparente. C'est en général une explosion assez localisée, mais pas quand elle est accompagnée de ce qu'on appelle un coup de poussier, l'inflammation des particules de charbon suspendues dans l'air. Ce jour-là, 1800 hommes sont au fond de la mine. Alors, depuis plusieurs jours, dans une veine voisine, la veine Cécile, sévit un incendie. Ce feu a été emmuré afin d'étouffer les flammes, mais il sévit toujours. Un des délégués du personnel tente même, ce 10 mars, de convaincre ses collègues de ne pas descendre au fond. Mais le contremaître réussit à les convaincre que tout va bien, il n'y a aucun danger. À 6h34, une explosion retentit à la fosse de Méricourt. Un coup de grisou, suivi par un coup de poussier. Le souffle parcourt 110 km de galeries ouvertes en moins de 2 minutes. Elles étaient ouvertes pour faciliter l'évacuation en cas d'inondation. L'explosion rompt des câbles ou fait s'effondrer les parois, détruisant ou enterrant les cages, les rendant inutiles. Les hommes qui ont survécu à la détonation initiale sont alors bloqués au fond. Ceux qui réussiront à en sortir d'eux-mêmes les 10 et 11 mars décrivent un champ de bataille. Ils ont un élément de comparaison parce que certains ont vécu la guerre de Prusse pendant leur service militaire. La plupart des survivants parviendront à remonter d'eux-mêmes. Le 12 mars, des secouristes allemands arrivent avec un équipement particulier. Ils ont en effet des masques à gaz. Parce que pour les autres secouristes, les secouristes français, beaucoup ont laissé leur vie en bas. Les secouristes allemands, eux, parviennent à atteindre de plus grandes profondeurs. Mais la plupart des mineurs qu'ils remontent sont déjà décédés. Officiellement, les opérations de secours ne dureront que 2 jours et 2 nuits. Un nouvel incendie se déclare en effet le 3e jour et la décision est prise, par la compagnie de Courrières, de murer une partie de la mine, d'inverser la ventilation, le but étant d'étouffer les flammes. La priorité est donnée à la mine, pas aux mineurs. Il y aura un miracle cependant le 30 mars. 13 survivants, âgés entre 14 et 40 ans, dont un père et un fils, seront retrouvés vivants et rentrent dans les galeries après s'être nourris de viande de cheval et d'avoine et ayant bu leur urine. Le mot rescapé utilisé par la presse pour les décrire est en fait la version patois picard du mot réchappé. Cette version est alors entrée dans le langage courant. Et Auguste Berton, me demanderez-vous, que lui est-il arrivé à celui-là ? Eh bien, il a survécu. Il sera le dernier survivant à être retrouvé par les secouristes allemands. Le 4 avril. Oui, le 4 avril. Presque un mois après la catastrophe. Cette catastrophe coûtera la vie au minimum à 1099 mineurs. Au minimum parce que c'est le bilan officiel. Mais il y avait parfois des travailleurs irréguliers qui venaient travailler une journée puis qui repartaient.
pas toujours recensés, venant d'ailleurs, des étrangers, célibataires ou orphelins, qui n'ont pas été réclamés par leur famille. Ils s'ajoutent évidemment au bilan d'innombrables chevaux, restés en bas. Le 13 mars ont lieu les premières funérailles, en fosse commune. Plusieurs corps ne seront d'ailleurs pas identifiés, car les familles n'avaient qu'une journée pour tenter de retrouver leurs proches. La gestion de la catastrophe est vite considérée comme inhumaine. Un mouvement social se lève dès le 17 mars. 60 000 mineurs se mettront en grève, et pas seulement en France. Le mouvement de grève va jusqu'en Belgique. Il durera 2 mois. La raison principale est bien évidemment le traitement de la catastrophe par la compagnie, mais aussi, dans un sens plus général, les risques de travail liés aux mines. Le fait que certains mineurs avaient même signalé un énorme risque de coup de grisou sans être écoutés n'a pas aidé à apaiser la colère. Pour bien remuer le couteau dans la plaie, le traitement des veuves des mineurs par la compagnie de courrières était lamentable. On leur a demandé, pas très gentiment, de quitter les corons où elles vivaient avec leurs enfants, sans relogement et sans pension. Le mouvement a permis d'obtenir certaines choses comme un jour de repos hebdomadaire obligatoire, le dimanche, une indemnisation pour les veuves et la possibilité pour elles et leurs familles de rester dans le logement. La couverture médiatique est alors exceptionnelle. C'est en effet en 1906 l'aube des médias de masse. Il y a une vraie course à l'exclusivité sur les détails, sur les photos, les témoignages. Les journaux organisent des collectes de dons, ce qui leur permet de solidifier leur lectorat. D'ailleurs, 6,5 millions de francs seront collectés dans une solidarité nationale sans précédent. La catastrophe et le traitement des survivants et de leurs familles, après coup, est une vitrine tragique sur le monde minier. La catastrophe de Courrières est la plus grande catastrophe minière d'Europe au XXe siècle, provoquée par une explosion due à un coup de grisou suivi par un coup de poussier. Cette détonation provoquera la mort d'au moins 1099 hommes et entraînera un vaste mouvement social et des réformes. Ce que beaucoup retiendront est la prise de conscience nationale et internationale des risques industriels et que la priorité est donnée à la rentabilité plutôt qu'à l'humain.